Et coup de projecteur à présent sur les élections législatives en France. Un dimanche en campagne, c'est le grand angle politique de ce dimanche 5 juin. Dimanche prochain, donc, premier tour des élections législatives en France. Une campagne qui a eu du mal à trouver son rythme. On va voir avec nos invités si cette dernière semaine va pouvoir faire bouger les choses. Bonsoir Guillaume Daré du service politique de France Télévisions et Paul Lévy de l'agence ANSA. Merci à tous les deux d'être dans ce grand angle. Avant d'en parler ensemble de ces élections législatives et de cette dernière semaine, eh bien, je voulais vous montrer une image, regardez, avec les Français résidant à l'étranger qui ont commencé, eux, à voter pour ce scrutin. Cela représente 11 circonscriptions au total. Les résultats devraient être connus cette nuit ou demain lundi, même si on a quelques premiers résultats dans certaines circonscriptions. Guillaume Daré, je voulais déjà savoir, selon les premières estimations et les premières remontées du terrain, il n'y avait pas foule dans les bureaux de vote des Français de l'étranger. Non, absolument. Et c'est la même chose, on a vu en Outre-mer et dans d'autres territoires, par exemple la Polynésie, où il y a plus de 50% d'abstention, même plus de 60% sur certaines îles. Néanmoins, on va regarder avec intérêt les résultats, parce que sur les 11 circonscriptions pour les Français, cette fois-ci de l'étranger dont on parle, il y en a 8 où c'est des sortants qui appartiennent à la majorité. Et évidemment, on va regarder d'un peu plus près la 5e, puisque c'est là où l'ancien Premier ministre Manuel Valls se présente, c'est Portugal, Monaco, l'Espagne et Andorre. On va effectivement avoir un coup de projecteur particulier dessus. Paul Lévy, on va voir aussi si le vote électronique au final a connu davantage de succès lors de ce scrutin pour les Français résidant à l'étranger. Un vote électronique qui a connu quelques couacs techniques au démarrage. Oui, il y a eu quelques couacs. Ceci dit, la France est pionnière. En moins dans les grands pays, parmi les grands pays européens. Donc on regarde de près comment ça va marcher aussi en Italie, parce que certainement la France va marcher en éclaireur. Elle ouvre la route en tout cas sur ce système de vote. Et on va voir. Ce matin, il y a eu les Français de Rome qui se sont quand même un petit peu mobilisés. J'ai pu voir sur Twitter nos bureaux de vote dans la capitale italienne. Donc ils ont ouvert la danse des législatives. C'est vrai que pour l'instant, ça ne bouge pas les foules. Il y a eu un sondage il y a quelques jours qui a été publié comme quoi seulement 30% des Français sont en train de suivre de façon active et approfondie cette campagne législative. Ceci dit, c'est une campagne cruciale, je dirais même, elle est importante presque autant que la présidentielle, parce que il y a un enjeu fondamental, c'est celui pour Emmanuel Macron d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et on va en reparler bien entendu dans un instant, mais avant cela, on va jeter un œil sur les moments de ces derniers jours, sur les moments forts. Une semaine en campagne, le résumé est signé Christina Moleova et Éric Fersing. Bonjour madame. Bonjour. Monsieur le ministre. Cette semaine en politique, c'est la fin d'un très long suspense. À une semaine du premier tour des législatives en France métropolitaine, le gouvernement sort de son silence et entre enfin en campagne. Ou plutôt, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui sauve l'hôpital public à Cherbourg. Emmanuel Macron qui inaugure l'école du futur à Marseille. Jupiter est de retour. Et tant pis si, au passage, il éclipse ses nouveaux ministres de la Santé et de l'Éducation qui l'accompagnaient dans ces deux déplacements. Le super président candidat conclut sa semaine médiatique par une interview exclusive à la presse locale où il dévoile ce fameux nouveau souffle que devait prendre ce nouveau mandat, notamment avec le Conseil national de la refondation, un conseil que je lancerai moi-même avec les forces politiques, économiques, sociales et associatives. Ça vous paraît un peu flou? C'est normal, ça s'appelle le zéro prise de risque. Et ce n'est sûrement pas la première ministre qui dira le contraire. Cette vision partagée sur tous ces enjeux, il faut qu'on partage une vision. C'est le moment de partager avec tous les Français. Une méthode payante pour remporter la majorité absolue aux législatives et renouveler le succès de 2017? Pas si sûr. Bonjour. Car pendant ce temps-là, ses adversaires ont occupé le terrain. Jean-Luc Mélenchon a réussi le pari d'unir la gauche en créant la NUPS et il talonne de près La République En Marche dans les sondages. Le miracle Jean-Luc Mélenchon Premier ministre pourrait donc bien avoir lieu. Le moment va être paroxystique. Ah ouais, c'est notre copine, t'es une costaud, t'es une battante. Du côté du Rassemblement national, on revoit les objectifs à la baisse. Des 60 députés minimum il y a 3 semaines, Marine Le Pen voudrait désormais en obtenir 15. La dégringolade est brutale. On a voté pour vous. Merci pour commencer, Alain. Dans 10 jours, on vote.
Une campagne qui démarre en sursaut, mais n'est-il déjà pas trop tard pour attirer l'attention des électeurs ? Selon les derniers sondages, seuls 38% des Français s'intéresseraient aux élections législatives. Alors réponse la semaine prochaine. Guillaume Daré, je voulais qu'on commente ensemble Emmanuel Macron, davantage sur le terrain et cette grande interview dans la presse cette semaine. Est-ce qu'il s'est impliqué trop tardivement dans cette campagne selon vous ? Non, je pense que dans un premier temps, il y avait une volonté de sa part très claire qui était au contraire de geler en quelque sorte cette campagne législative pendant 3 semaines, 1 mois quasiment après le second tour de l'élection présidentielle. Ça a duré. Déjà, Jean Castex est resté plus que prévu. Même lui ne pensait pas rester aussi longtemps à Matignon. Ensuite, il y a eu la formation du gouvernement après la nomination d'Elisabeth Borne. Là aussi, ça a pris quelques jours. Et donc, on s'est retrouvé à moins de 3 semaines des élections législatives. Et donc, Emmanuel Macron a joué de ça. Et puis, pendant les 2 dernières semaines, changement de braquet. Là aussi, c'était prévu. Phase 2 de cette campagne de législative. Il s'engage, cette interview. Et une nouvelle fois, on voit clairement que c'est pas la peine de désigner un chef de file aux législatives ou à la République En Marche qui va devenir Renaissance. Une nouvelle fois, on voit que le patron de la majorité, c'est Emmanuel Macron et personne d'autre. Paolo Lévy, selon les premières projections, les premiers sondages, la majorité présidentielle tient la corde, mais il s'inquiète du score, notamment du parti de la coalition de Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, si en 2017, Emmanuel Macron avait pu jouir d'une majorité très solide à l'Assemblée nationale, et on l'a vu pendant le quinquennat, cette fois-ci, la fourchette risque d'être bien plus restreinte et Mélenchon pourrait réussir son pari, même si pour l'instant, les sondages confortent tout de même une majorité présidentielle. D'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite aussi, nous les observateurs européens, parce qu'il est fondamental que la France ait aujourd'hui une majorité solide, non seulement pour conduire les réformes en France, mais surtout pour les grands défis européens qui nous attendent à l'horizon. Guillaume Daré, Emmanuel Macron, il a un petit peu balayé d'un revers de la main une éventuelle nomination de Jean-Luc Mélenchon au poste de Premier ministre. C'est un petit jeu politique entre eux, mais factuellement, il est vrai que Emmanuel Macron n'est pas obligé de nommer Jean-Luc Mélenchon en tant que tel et que c'est lui qui, selon la Constitution, choisit effectivement quelqu'un qui est issu de cette majorité. Alors pas forcément, effectivement, que ce soit un député élu, mais on voit que c'est un petit jeu de ping-pong qui se fait avec Jean-Luc Mélenchon qui lui aussi de façon politique, rappelez-vous, dans son affiche de campagne a dit « Élisez-moi à Matignon », alors qu'on sait qu'évidemment on n'élit pas en tant que tel, factuellement et constitutionnellement, le Premier ministre. Mais c'est une façon de lui renvoyer un peu la balle. Après, je pense qu'effectivement, il faut rester quand même un petit peu prudent et garder la tête froide, parce qu'on voit que c'est sûr que si, d'après les projections, cette alliance de la gauche atteint 120, 150, peut-être 200 députés, ce serait une progression extraordinaire. Néanmoins, ça ne permettra pas à Jean-Luc Mélenchon d'aller à Matignon, parce que ce n'est pas la majorité absolue. Et la question qui va se poser pour la gauche et pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait de ces 150 députés pour les 5 ans à venir, parce qu'on a vu qu'après 2017, il avait eu du mal justement à embrayer, et c'est justement peut-être ça qui lui avait coûté, et qui lui a coûté les quelques points qui ne lui ont pas permis d'aller au second tour il y a quelques semaines. Paolo Lévy, Jean-Luc Mélenchon, il va sur le terrain. Oui, absolument, et je pense que voilà, cette surprise, disons, de cette campagne législative, de cette réunion complètement improbable jusqu'à il y a encore quelques semaines de la gauche, va aussi obliger quelque part Emmanuel Macron à revoir sa politique pendant le prochain quinquennat. Il ne pourra pas tenir compte, disons, de... Mettre un coup de barre à gauche ? Peut-être il va ouvrir un petit peu à gauche parce qu'il va devoir rassembler. D'ailleurs, il le répète tout le temps, on n'est pas en train de vivre une période normale de notre histoire, on est en train de vivre des crises majeures avec une guerre qui est revenue en force dans le cœur de l'Europe. Donc il faut rassembler le plus possible pour qu'on puisse sortir tous ensemble de ce bourbier, pas seulement en France mais en Europe. Donc il devra tenir compte de la gauche aussi, je pense. Et s'il ne le fait pas, ça sera une myopie de sa part. Guillaume Daré, parmi les autres images de la semaine, laquelle vous retenez ? Marine Le Pen sur le terrain, Éric Zemmour également dans le sud de la France notamment. Ils ont été très présents et il y a eu aussi effectivement cette sortie, on a vu, du ministre de l'Éducation, première sortie avec le président lui-même à Marseille. Ça dit aussi beaucoup de cette nouvelle méthode, je mets ça entre guillemets, que Emmanuel Macron en tout cas revendique très clairement. Il l'avait déjà dit pendant la campagne, en fait son idée... Il faut être clair, ce n'est pas forcément de compter davantage sur les syndicats. C'est peut-être au contraire de jouer de la base, les parents d'élèves par exemple dans l'éducation, davantage justement peut-être que les syndicats pour mener à bien ces réformes. Mais c'est vrai qu'on a vu aussi Emmanuel Macron jouer, contrer, tenter de lutter face à ses opposants. On a vu Marine Le Pen, on a vu Éric Zemmour. Ce qui est plus étonnant, c'est finalement la campagne totalement atone des Républicains qu'on voit totalement...
absents de cette campagne législative. Ils ont du mal à savoir où se situer. Emmanuel Macron, il a dit vouloir réunir après ces législatives les forces politiques et associatives du pays, mais aussi des citoyens tirés au sort pour lancer ces réformes. Est-ce que vous y croyez à ces grands cahiers de doléances avec que tout le lui monde veuille le faire, oui, j'y crois. Après, c'est un outil politique. Rappelez-vous effectivement des conventions citoyennes dont on a pu parler par le passé. Il y a eu celle sur le climat, on en a un peu parlé. Il y a eu celle, on en parle beaucoup moins, rappelez-vous, de citoyens consultés sur le processus de vaccination. Je crois qu'il y a eu assez peu de réunions là-dessus. Et c'est vrai qu'on peut entendre les critiques de certains opposants ce matin qui disent « Mais attendez, il y a une élection législative, on va voter pour élire des députés qui votent la loi, contrôlent le gouvernement. À quoi ça sert si le président nous annonce à l'avance que, entre guillemets, finalement, il va les contourner pour aller choisir d'autres interlocuteurs ?» Paul Lévy, vous vouliez réagir là-dessus, il me semble. Mais non, mais c'est un grand débat qui dure depuis des décennies. C'est-à-dire, là, le président Emmanuel Macron, donc tout le monde le critique sur cette vision jupitérienne et ce pouvoir très vertical. Mais ce pouvoir très vertical, il est aussi lié à une question qui dépasse Emmanuel Macron, qui est la vraie question institutionnelle de la Ve République, qui est un modèle très vertical. C'était la même chose avec Nicolas Sarkozy, c'était la même chose avec... Donc, il faut savoir ce que les Français veulent, s'ils veulent un nouveau modèle. Vous êtes une exception en Europe. En Italie, en Allemagne, en Belgique, on a tous des systèmes parlementaires. Une monarchie républicaine, c'est ça ? Exactement. Ceci dit, je le dis de l'extérieur, certes, il peut y avoir des inconvénients en termes de représentativité au Parlement, mais cette Ve République, elle garantit une stabilité, donc une capacité de faire des réformes que nous, en Italie, on la rêve. Donc voilà, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages, donc à voir. Bon, réponse dans une semaine maintenant, hein, messieurs. Merci Guillaume Daré et merci à vous, Paolo Lévy.